Donc bonjour à tous. On est ensemble aujourd'hui pour parler dans un temps assez court parce que ça mériterait des heures de travail, mais sur les principes du fonctionnement de la période de préparation au reclassement. Cette période de préparation au reclassement qui n'est pas nouvelle en fait, hein, puisque elle a été créée par l'ordonnance de janvier 2017 et elle a été ensuite maintes fois modifié. On a dû attendre un moment, notamment dans le versant hospitalier, pour avoir le décret, la modification du décret 89-376 sur le maintien dans l'emploi des fonctionnaires. On a eu d'autres modifications, notamment à la suite de la modification des compétences du conseil médical avec la création de la fusion du comité médical et de la commission de réforme. Donc aujourd'hui, on va voir ce que c'est que la PPR, quand est-ce que ça commence, jusqu'où ça va, quels sont ses objectifs et quels sont les principes juridiques de sa mise en œuvre. D'accord. Donc, quand parle-t-on de la PPR? Plutôt lorsque l'agent a des restrictions ou quand il doit changer de poste? Alors, la question maintenant que vous posez, elle est en creux celle du moment de la mise en œuvre de la période de préparation au reclassement. Quand est-ce que on va se poser la question de la période de préparation au reclassement? Euh, Ça, c'est très important de l'identifier. Et pour bien l'identifier, il faut faire la différence entre les différentes étapes qui peuvent amener ou pas au démarrage de la période de préparation au reclassement. Il faut déjà bien identifier que on a un devoir en tant qu'employeur public de tenter d'aménager le poste d'un agent. C'est-à-dire qu'il faut faire la différence entre un agent qui a des restrictions et la période de préparation au reclassement. Un agent qui a des restrictions, qu'elles soient, je le mets dit de manière très simple, mais qu'elles soient identifiées soit par une instance lors de la reprise de l'agent, à l'issue d'un CLM, d'un CLD, ou lors d'une visite de suivi par un médecin agréé, dans le cadre de ces différents congés, ou au moment du retour à l'emploi par le médecin du travail, ou de toute façon aussi en cours de service, une visite d'information qui débouche sur un constat de restriction, l'employeur va devoir d'abord se poser la question de l'aménagement du poste de l'agent. Qu'est-ce que c'est qu'un aménagement de poste? C'est le fait, si cela est nécessaire, de faire coïncider les restrictions avec les conditions d'exercice des fonctions de l'agent. Et si c'est le médecin du travail qui va identifier les restrictions, ça reste que c'est l'employeur qui est responsable de la mise en œuvre de ces restrictions dans le cadre de la santé, sécurité au travail. Donc là, on n'est pas dans la PPR, on est dans l'aménagement de poste, aménagement de poste qui normalement devrait être formalisé et faire l'objet d'un suivi, et un aménagement de poste que l'employeur peut constater comme étant impossible. Et il peut tout à fait prendre une décision constatant l'aménagement de poste impossible compte tenu de l'impact des aménagements sur le fonctionnement, la continuité du service, ou tout simplement parce qu'il est incapable de garantir que l'agent soit sur un poste qui respecte ces restrictions et que c'est trop dangereux en matière de santé et sécurité au travail. La deuxième étape potentielle, c'est le changement d'affectation. Le changement d'affectation qui était prononcé au titre de l'inaptitude au poste de l'agent. C'est-à-dire que l'agent ne peut pas continuer à exercer ses fonctions, les fonctions correspondant à son grade, sur ce poste-là parce qu'il a des restrictions trop importantes et que l'aménagement est impossible. Et donc, dans ce cas-là, l'employeur va, soit après avis du médecin du travail, qui est suffisant, soit après avis du conseil médical si d'aventure il a été saisi, eh bien, affecter donc l'agent dans un autre poste correspondant à son grade et qui est compatible avec ces restrictions. Un changement d'affectation que l'employeur peut constater comme impossible. Si d'aventure il n'a pas de poste
qui est compatible avec les restrictions de l'agent et son grade. Du coup, dans ce cas-là, il va se poser la question de l'aptitude ou de l'inaptitude de l'agent aux emplois de son grade dans l'établissement. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on reste au sein de l'établissement et qu'un établissement à l'autre, je peux avoir une situation similaire, mais avec des conséquences différentes en fonction de la taille de l'établissement et en fonction de l'activité que l'agent fait au sein de cet établissement. Si d'aventure, mon agent, je n'arrive pas à aménager son poste, à lui trouver une nouvelle affectation, ou si d'emblée, le conseil médical me dit que l'agent est inapte aux emplois de son grade, c'est là que je vais me poser la question du reclassement. Question du reclassement, je vais me poser, et on va revenir en détail maintenant, à partir du moment où j'ai un avis déjà du médecin agréé constatant l'inaptitude de l'agent aux emplois de son grade. Et dans l'attente de l'avis du conseil médical, je vais pouvoir proposer à l'agent une période de reclassement qui est précédée potentiellement, et pas obligatoirement, qui peut être précédée d'une période de préparation au reclassement. Donc, si j'ai bien compris, la PPR n'est possible que lorsque l'agent est reconnu inapte à ses fonctions. C'est ça, hein, c'est ça. Ce qui est le rôle du conseil médical en formation restreinte. Alors, je l'ai dit, je le répéterai, on peut la commencer dès que j'ai un avis du médecin agréé et que j'ai saisi le conseil médical dans le cadre de l'inaptitude aux emplois de son grade dans l'établissement. Mais ça reste une condition par rapport à l'aménagement de la nouvelle affectation, c'est d'être inapte aux emplois de son grade. Et d'ailleurs, si mon agent, je n'arrive pas ou ne veux pas une PPR être reclassée, ou que je n'arrive pas à le reclasser après l'éventuelle PPR, eh bien, je vais pouvoir le radier des cadres pour invalidité, ou le licencier pour une aptitude physique dans une moindre mesure, mais surtout le radier des cadres pour invalidité, soit sur demande, soit d'office, si mon agent a épuisé ses droits statutaires à congé maladie. Alors, très succinctement, hein, la tentative d'aménagement de poste, qu'est-ce que c'est? Du coup, en fait, à quel moment est-ce qu'on doit vraiment se poser la question de l'aménagement, en fait? Alors, c'est un moment qui est pratique. Hein, qui est pratique, ça peut être n'importe quand. Hein, un agent en activité, un agent en retour de congé. On va devoir se poser la question de l'aménagement à partir du moment où mon agent ne peut plus continuer à exercer ses fonctions sur son poste tel qu'il est organisé par l'employeur, sans risque pour son état de santé. Donc, ce principe-là se conduit à se poser trois questions. Est-ce que les limites de fonctionnel de l'agent sont compatibles avec les conditions normales d'exercice des fonctions? Et si la réponse est non, alors si la réponse est oui, il n'y a pas de problème. Hein. C'est-à-dire que si je suis un agent administratif sur un poste administratif où je ne manipule pas de charge et que j'ai un avis du médecin du travail qui me dit ne peut pas manipuler de charge supérieure à 5 kg, la question de l'aménagement ne se pose pas, puisque de toute façon, je ne suis pas amené à manipuler des charges supérieures à 5 kg. Par contre, si je suis un ouvrier professionnel qualifié, un OPQ, et que je ne peux plus manipuler de charge supérieure à 10 kg, la question qu'on va devoir se poser, c'est est-ce que effectivement mon agent est amené à manipuler des charges supérieures à 10 kg? Et si la réponse est oui, eh ben, il s'avère que du coup, les conditions d'exercice de ses fonctions sur son poste sont incompatibles avec ses restrictions. Et donc, dans ce cas-là, je vais me poser la question de l'aménagement. Je vais tenter d'aménager le poste de travail de l'agent. Mais l'aménagement, en fait, c'est une obligation pour l'employeur? C'est une obligation de moyens. Hein, c'est une obligation de moyens qui est clairement énoncée dans le Code général de la fonction publique comme avant. Ce n'est pas une obligation de résultat. Hein. Lorsqu'un fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite d'altération de son état de santé, son poste de travail fait l'objet d'une adaptation
lorsque cela est possible. Lorsque cela est possible, du coup, lorsque ça n'est impossible, eh bien, on va constater, comme je le mettais rapidement dans le schéma au début, un aménagement impossible par une décision qui doit être motivée et qui doit mettre en avant les raisons pour lesquelles cet aménagement est impossible. Et du coup, concrètement, comment est-ce que les établissements doivent procéder? Alors, c'est quand même assez compliqué parce qu'on va se retrouver face à des injonctions contradictoires. Hein, puisque j'ai d'un côté les droits de l'agent, donc l'obligation de le moyen en matière de tentative d'aménagement de poste. Il y a toujours le risque de discrimination, mais j'ai aussi une obligation de résultat en matière de santé et sécurité au travail. C'est-à-dire que j'ai l'obligation, à partir du moment où j'ai connaissance des restrictions de l'agent, de tout mettre en œuvre pour m'assurer que mon agent exerce ses fonctions dans des conditions qui sont compatibles avec ces restrictions. Et puis de l'autre côté, j'ai le fonctionnement du service. Ce que ne fait pas un agent, c'est les autres qui le font. Ça peut augmenter le risque professionnel des agents. Ça peut avoir un impact sur la qualité des soins. Donc, on doit trouver cet équilibre. C'est à chaque employeur de trouver cet équilibre, de motiver l'impossibilité, alors en ayant éventuellement des aides. L'aménagement peut être un aménagement qui est un aménagement matériel avec des aides du FIPHFP. Ça peut être un aménagement organisationnel. Je peux diminuer les missions de l'agent, mais tout en restant raisonnable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vider le poste de son contenu. Il faut trouver cet équilibre. Prendre en compte les besoins et attentes du service et de l'agent. Ok. Et l'agent dans tout ça, en fait, Alors, l'agent, et ça, c'est une évolution jurisprudentielle très intéressante, notamment un arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille de janvier qui nous dit que, certes, donc, on a une obligation de moyens en matière de remplacement, mais une obligation de moyens qui est conditionnée aussi par la participation, en fait, de l'agent et par le fait que l'agent doit être moteur aussi dans cet aménagement et doit se soumettre et participer avec l'employeur à la définition de ces conditions d'aménagement de poste, même si c'est l'employeur qui décide au final. Ici, c'est un agent qui dit « ouais, on n'a pas aménagé mon poste » et le juge dit « mais l'employeur a tenté de s'entretenir plusieurs fois avec l'agent et l'agent n'a pas répondu aux sollicitations. » Donc l'employeur n'a pas commis de faute en s'abstenant d'aménager le poste de l'agent, puisque finalement, c'est un petit peu le fait de l'agent que l'aménagement n'a pas pu être allé au bout. Et on verra que la participation de l'agent dans l'énergie de maintien dans l'emploi, que ce soit en termes d'aménagement ou que ce soit en termes de PPR ou de reclassement, est un élément qu'il ne faut pas négliger. D'accord. Et quels sont les arguments à utiliser pour constater, pour motiver cette obligation de moyens, en fait? Alors, on en a trois, on peut résumer, trois possibilités. Premièrement, la question de savoir si l'aménagement vide le poste de son contenu. C'est-à-dire que finalement, l'agent ne fait plus les éléments structurants de son activité, qui sera du coup fait par les collègues. Il y a même un enjeu social au milieu de tout ça. Deuxièmement, est-ce qu'il y a un impact important sur le service, un effet organisationnel trop important ou un coût disproportionné? Ce coût disproportionné s'apprécie en fonction des aides au financement que je peux éventuellement avoir. En termes d'effet organisationnel, c'est donc ce que j'évoquais, l'impact sur les collègues, sur l'exposition à des risques pour le collègue. Et enfin, et ça j'aurais tendance à dire que c'est le plus important, c'est est-ce que l'aménagement est respectable? C'est-à-dire que est-ce qu'on peut s'assurer que mon agent exercera ses missions dans des conditions dans lesquelles c'est compatible avec ces restrictions? Ça, c'est une obligation là de santé sécurité au travail qui n'est
pas une obligation de moyens, c'est une obligation de l'employeur de s'assurer que l'agent exerce dans des conditions de travail compatibles avec son état de santé, sinon il risque de mettre en avant sa responsabilité administrative pour faute, soit éventuellement sa responsabilité pénale. D'accord. Et en cas d'impossibilité d'aménagement, pardon, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, il faut prendre une décision qui va viser à la fois les avis du médecin du travail, par exemple, avec telle ou telle Mhm. restriction, qui va viser le poste de l'agent, et le décret 89-376, bien entendu, l'article 822 que j'ai mis tout à l'heure, et qui va expliquer en quoi l'aménagement est impossible. L'OPQ est amené dans ses fonctions de manière quotidienne à manipuler des charges supérieures à 5 kg. L'établissement n'a pas la possibilité de s'assurer que l'agent n'ait pas une activité compatible avec ces restrictions dans le cadre de son poste, donc décide l'aménagement de poste n'est pas possible. Et dans ce cas-là, je vais passer à la deuxième étape, qui est celle du changement d'affectation. Alors, le changement d'affectation, qu'est-ce que c'est? C'est que l'employeur va chercher un poste correspondant au grade de l'agent vacant dans l'établissement et compatible avec ses fonctions. Et c'est donc voilà, si j'ai un tableau des emplois, une cartographie des emplois, je vais regarder les postes vacants correspondant au grade de l'agent, regarder éventuellement en s'aidant du médecin du travail les postes qui seraient compatibles avec ces conditions d'exercice Mhm. et ces restrictions. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe si l'agent refuse voilà, d'aller sur sa nouvelle affectation? Eh bien, l'agent n'a pas le choix. L'agent n'a pas le choix. On n'est pas là encore dans le reclassement et la PPR. Le fonctionnaire est titulaire de son grade. Il peut être affecté dans n'importe quel emploi correspondant à son grade. Et donc, une décision de changement d'affectation unilatérale de l'employeur, l'agent doit s'y soumettre. Sinon, on pourrait, au pire, lancer la procédure d'abandon de poste. Après, bien sûr, la mise en demeure, on peut rentrer sur cette D'accord. procédure-là, mais l'agent n'a pas le choix. Et dans le cas d'un changement d'affectation impossible, c'est forcément le reclassement. Alors, du coup, c'est là où on arrive à l'inaptitude. Donc, il y a deux solutions. Soit j'ai un agent, je n'ai pas réussi à aménager, je n'ai pas réussi à trouver un nouveau poste. Donc là, je n'ai qu'un constat. Cet agent-là est inapte aux emplois de son grade dans mon établissement. Ou alors, je peux aussi avoir une situation où je ne suis pas passé par l'étape aménagement nouvelle affectation. Mais d'emblée, à l'issue d'une période de congé, généralement, j'ai mon agent qui est inapte aux emplois de son grade dans l'établissement. Et du coup, je vais donc me poser la question du reclassement. Alors, qu'est-ce que c'est que le reclassement? Le reclassement pour un fonctionnaire prend la forme d'une mobilité statutaire et plus particulièrement d'un détachement. D'un détachement dans un autre grade, mais généralement aussi pour tout ce qui va être, ça sera plutôt un détachement sur corps que sur grade, étant donné que si je suis aide-soignant, que si je suis inapte à être aide-soignant et que je suis au premier grade, il y a de grandes chances que je sois aussi inapte à être aide-soignant tout court. Hein, donc généralement, le reclassement prend la forme d'un détachement dans un autre corps ou un autre cadre d'emploi. Alors, maintenant, est-ce que vous connaissez la différence entre corps et cadre d'emploi? Non, je veux bien savoir. Alors, la différence entre les deux, c'est que le corps, c'est ce qu'on va retrouver à l'État et à l'hospitalière et à la ville de Paris. Mhm. Et le cadre d'emploi, c'est la même chose à la territoriale. D'accord. Hein, donc, le corps des infirmiers, le cadre d'emploi des infirmiers. Et quand je dis le reclassement prendra la forme d'un détachement sur un corps ou cadre d'emploi, eh bien, ça veut dire qu'on peut être reclassé via un détachement éventuellement dans un autre versant de la fonction publique. On n'est pas limité
à l'établissement et encore moins à un seul versant. Et plus que ça, maintenant, l'employeur va devoir rechercher un emploi de reclassement chez différents employeurs D'accord. du coin. Donc, cette recherche de reclassement, ce sera non seulement dans l'établissement, dans les autres établissements, mais aussi à la territoriale hospitalière, on va le voir. Ça, c'est un élément qui est obligatoire. Alors, comment ça se passe, la tentative de reclassement de manière très schématique? J'ai un agent qui est inapte. L'employeur va inviter l'agent à présenter une demande de reclassement. À partir de là, il y a plusieurs possibilités. Première possibilité, l'agent fait une demande. Alors, ce qui peut être bien là-dessus, c'est d'être très clair avec l'agent. Est-ce que il est bien conscient que le reclassement prendra la forme d'un détachement et que si il a une garantie tiers, il n'est pas nécessairement garanti qu'il ait une garantie de rémunération, hein, puisqu'il aura la rémunération qui correspond à sa nouvelle activité. Donc, on n'est pas garanti d'avoir un maintien de rémunération. On va avoir une garantie indiciaire, mais pas de rémunération. Ça peut éventuellement avoir des effets sur la retraite. Alors, la réforme des retraites, le projet de réforme venait tempérer un petit peu tout ça. Mon agent continuera à pouvoir partir en catégorie active, par exemple, mais il aura aujourd'hui la limite d'âge des sédentaires. Donc, puisqu'il sera sur un emploi de potentiellement sédentaire. Souvent, hein, ça passe des actifs aux sédentaires. Donc, il y a aussi la question des conditions de travail extrêmement différentes. Hein, quand je suis soignant ou technique, debout, je croise les collègues dans le couloir, je suis en relation avec les usagers, les patients. C'est une autre posture professionnelle qui est très différente de celle que pourrait avoir un agent qui serait dans l'obscurité des bureaux de support ou administratif. Donc, ça, c'est très important. Et d'ailleurs, toute la période de PPR, la première période, on en reparlera, peut tout à fait être adaptée à l'identification de ces éléments afin de consolider le projet de l'agent. Si l'agent fait Dans votre slide, je vous coupe, Florent, vous avez marqué procédure tendant à l'inaptitude aux emplois du grade. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on peut envisager un reclassement sans l'avis du comité médical? Alors, on peut envisager un reclassement à partir du moment où j'ai l'avis du médecin agréé et que je saisis le conseil médical. Je peux commencer à réfléchir avec l'agent sur un reclassement et plus particulièrement, je vais y revenir, une période de préparation au reclassement. Par contre, pour aller plus loin, et j'ai un petit schéma là-dessus, il faudra avoir l'avis du conseil médical. Mais l'idée, c'est d'anticiper. Et d'ailleurs, on peut anticiper l'anticipation, puisque on a la possibilité, pour un agent qui bénéficie d'un congé maladie, depuis toujours, mais ça a été clarifié avec l'ordonnance santé-travail de novembre 2020, on peut aussi inviter l'agent à faire des bilans ou un bilan de compétences ou un bilan professionnel ou des actions de formation pendant une période de congé maladie, voire des périodes d'immersion pendant les congés maladie, de manière à essayer de préparer justement ce reclassement. Et du coup, l'employeur, en fait, peut proposer un poste avant de passer vraiment au reclassement, entre guillemets, mais par contre, il n'en a pas l'obligation. Alors non, la tentative de changement d'affectation, elle n'est nécessaire que si mon agent est inapte à son poste, mais pas aux emplois du grade dans l'établissement. Et d'ailleurs, ce n'est pas une proposition, c'est un changement d'affectation. Par contre, le reclassement est conditionné par l'inaptitude de l'agent de son grade. Je peux commencer la procédure après avis du médecin agréé, mais en tout cas, je ne peux la continuer qu'après avoir l'avis du conseil médical. Je vais revenir avec un petit schéma.
Donc, l'agent fait une demande, donc l'employeur se met à chercher un poste compatible avec l'état de santé de l'agent, et c'est là où la recherche doit se faire chez les différents employeurs, des trois versants de la fonction publique. Deux possibilités, soit l'employeur constate le reclassement impossible, temporairement ou définitivement, et dans ce cas-là, il va le mettre soit en dispo d'office dans l'attente d'un reclassement avec le bénéfice des allocations de retour à l'emploi, soit lancer la procédure de radiation du cadre pour invalidité, éventuellement d'office. Si l'employeur trouve un poste, eh bien, il faudra qu'il recueille l'avis du médecin du travail et du conseil médical sur ce nouveau poste. Et si l'agent accepte le poste, eh bien, l'employeur va pouvoir détacher l'agent dans ce nouveau grade de ce nouveau corps ou nouveau cadre d'emploi pour un niveau équivalent, voire inférieur. Donc là, on a une règle particulière qui sort du droit commun du détachement, puisque normalement, le détachement, ça se fait à catégorie équivalente. Là, on serait sur un agent qui peut être détaché sur une catégorie dite inférieure. Donc, ça assouplit les possibilités de reclassement. Alors, autre possibilité, mais plus rare, c'est l'intégration. Par contre, l'intégration se fait à niveau équivalent, donc de A à A, de B à B. Donc, souvent, dans la plupart des cas, je fais d'abord un détachement qui peut, par contre, être suivi, le cas échéant, d'une intégration. Alors, la question que vous posez, Manon, mais elle est où la période de préparation au classement dans tout ça? Eh bien, elle est là. Elle porte bien son nom quand même, puisqu'elle a pour objectif de préparer le reclassement. Donc, c'est une période, on va voir, qui sera divisée en deux parties, mais qui a pour objet, premièrement, de consolider, de construire le projet professionnel de l'agent, et deuxièmement, de mettre en œuvre les éléments permettant d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice du nouveau métier de l'agent. On est sur cet objectif-là. Ça a quand même une grosse limite sur laquelle on reviendra, c'est que la période de préparation au reclassement prépare au reclassement, un reclassement qui a lieu nécessairement dans la fonction publique, ce qui fait qu'on est vraiment dans une logique d'orientation vers un emploi public et non pas vers le privé, ce qui est différent par exemple du congé de transition professionnelle qui existe dans le cadre de la suppression d'emplois et dans le cadre des agents qui sont affectés sur des postes à fort risque d'usure professionnelle, des BOE ou des agents peu ou pas diplômés. Alors, le reclassement est soumis à une demande de l'agent. L'agent, s'il ne fait pas de demande de reclassement, ou s'il refuse de faire une demande de reclassement, alors, ce qui veut dire que quand je vais inviter l'agent à faire une demande de reclassement, précéder éventuellement une période de préparation au reclassement, il faut que je lui laisse un délai, je n'ai pas trop de choix, en lui disant, voilà, je vous invite à faire une demande de reclassement, je vous remercie de m'informer de votre volonté dans un délai pour qu'il soit d'accord ou pas pour avoir un reclassement. Et si d'aventure, il n'est pas d'accord, eh bien, on ne va pas le reclasser. On va le radier des cadres pour invalidité si son inaptitude est définitive. Il est vrai qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'établissements, on a des situations anciennes où le décret de 89, qui date quand même donc de 89, et qui n'a pas vraiment été changé de manière substantielle depuis lors, avait plutôt tendance à gérer les agents via une affectation ne correspondant pas à son grade. Donc, pour le dire très trivialement, un aide-soignant, inapte à être aide-soignant, que je vais affecter sur un poste administratif. Il faut utiliser les mots qu'il faut, on est dans l'affectation illégale. On est dans l'affectation illégale avec un côté où on garde fictivement l'agent AS avec la rémunération d'AS, avec son avancement en tant qu'AS,
avec ses droits à retraite en tant qu'AS, alors qu'on aurait dû détacher l'agent. Et ça, c'est des situations existantes qu'il va falloir gérer indépendamment pour les régulariser. Et ça va être différent en fonction de la situation, de l'échange et autres, sachant que ça pose beaucoup de problèmes. Ça pose un problème en termes d'avancement. En effet, comment je peux apprécier la valeur professionnelle d'une aide-soignante qui a un boulot d'adjoint administratif? Deuxièmement, ça a un impact qui est un impact éventuellement social. Je suis avec des collègues qui sont payés éventuellement 10% moins que moi. Est-ce que ça peut tenir sur le long terme? Il y a un impact aussi en termes de retraite. Il se peut que la CNRACL arrive à constater que l'agent, même si vous avez mis dans le CIR le fait qu'il soit aide-soignant actif, il se peut que la CNRACL découvre d'une manière ou d'une autre que l'agent n'est pas sur un poste actif et donc qu'il est sédentaire et qu'il devrait bénéficier des droits liés à la catégorie sédentaire. Donc il y a des gros enjeux là-dessus, mais qu'il faut traiter indépendamment d'une remise en place normale de la gestion de l'inaptitude dans l'établissement, dans le cadre de la PPR et du maintien dans. Alors, la différence entre le détachement et l'intégration, elle est double. Premièrement, l'intégration, c'est qu'un niveau équivalent. Donc, c'est A, B, B, C, C. C'est direct et définitif. C'est-à-dire que mon agent, il est radié des cadres de son corps d'origine, il est intégré de manière définitive dans le nouveau corps au cadre d'emploi. Le détachement, lui, il est temporaire. Il permet d'être détaché dans un emploi de niveau inférieur, parce qu'il y a ce problème-là, hein, c'est que l'aide-soignant est catégorie B. Est-ce que dans le cadre de son reclassement, il a les appétences, les compétences et l'expérience nécessaires pour être adjoint des cadres ou rédacteur territorial? Et du coup, généralement, on va plutôt avoir un reclassement dans un emploi de catégorie C, d'une autre filière. Du coup, ça n'est possible que via le détachement temporaire pour une durée d'1 an. Et au bout d'1 an, si l'état de santé de l'agent s'est pas amélioré, on peut proposer une intégration qui sera conditionnée par un accord de l'agent. On peut le contractualiser, ce détachement temporaire, finalement. D'abord, il faut que se prenne une décision, il faut qu'on soit clair. La clé d'une bonne réussite d'un maintien dans l'emploi, c'est la communication. C'est la communication avec les instances, c'est la communication avec l'agent, qui donne vraiment, qui est la roue, qui est le moteur de la gestion. C'est la communication avec les services dans lesquels les agents vont être reclassés. C'est vraiment très important que à chaque étape, les décisions prises par les différents interlocuteurs soient prises de manière éclairée par rapport aux conséquences des choix qui sont faits. Mais maintenant, des fois, la question de l'invalidité peut être une solution. C'est un exemple que je prends assez souvent parce que il m'a beaucoup touché et j'ai trouvé ça très intéressant. C'était un agent soignant d'un gros CHU c'était avant la PPR, mais beaucoup d'employeurs n'ont pas attendu que la PPR pour faire quelque chose de similaire à la PPR. Et cet agent-là avait un projet de reconversion professionnelle pour ouvrir un pédifiche. Vous savez ce que c'est, un pédifiche? Oui, avec les je petits vois poissons bien. Sur la Côte d'Azur, il y en a plein. C'est vrai? Je ne sais pas. Pourtant, je suis de là-bas. Donc, elle voulait faire ça. Ce n'est pas du tout adapté. La PPR n'est pas adaptée à ça. Puisqu'il n'y a pas de corps ou de cadre d'emploi de pédificheur dans la fonction publique. Et du coup, ça a été radiation des cadres avec pension d'invalidité, plus chômage, une radiation des cadres d'office, inscription à Pôle emploi, projet personnalisé d'accès à l'emploi à travers la construction de cette entreprise, Pôle emploi qui l'a accompagné dans le cadre de la construction d'entreprise, qui ont appris à gérer une entreprise, et elle a ouvert son pédifiche. Donc l'invalidité, il faut en parler. Alors d'ailleurs, je préfère parler d'inaptitude, d'ailleurs, puisqu'il y a une différence entre la notion d'invalidité au sens premier du terme et la notion d'invalidité au sens droit de la fonction publique, où finalement, je suis simplement inapte aux emplois de mon grade dans l'établissement, ce qui ne veut pas dire que je ne peux rien faire. Et du coup, ma petite pension ou ma pension, en fonction de mon âge et de ma durée de service, plus
l'éventuel chômage si c'est une radiation des cadres pour invalidité d'office, permettent d'avoir une solution de maintien dans l'emploi qui est quand même l'objectif, d'accompagner les personnes au-delà du statut dans l'activité professionnelle. D'accord. On a Alors, quelques questions, Florent, sur le oui, chat. je viendrai après, parce que je les ziote de côté, et Okay. ils ne sont pas forcément adaptés au moment. D'accord. Donc, si je schématise, on a tentative d'aménagement de poste. Si j'arrive pas à aménager le poste, changement d'affectation. Ensuite, tentative de reclassement. Et donc, je propose une période de préparation au reclassement avant de mettre en œuvre le reclassement effectif de l'agent. Donc, c'est cette étape intermédiaire avant le reclassement qui va permettre à l'agent de consolider son projet et de pouvoir le mettre en œuvre derrière dans le cadre de cette période de préparation au reclassement. Donc, la période de préparation au reclassement, donc cette étape intermédiaire, les principes, c'est d'accompagner l'agent dans une reconversion professionnelle dans le public. Vraiment, on est uniquement dans le secteur public. La période de préparation au reclassement, malheureusement, comme elle prépare au reclassement et comme le reclassement prend la forme d'un détachement, ça n'est possible que dans le public et pas possible dans le privé. C'est s'occuper, se préparer à occuper de nouvelles fonctions. Donc, c'est la régularisation d'une situation qui existait déjà, qui était gérée pendant la période de dispo par beaucoup d'employeurs, mais on donne une articulation réglementaire à cette situation qui, au final, pose beaucoup de problématiques statutaires, d'ailleurs, plus que de solutions. Mais bon, on va les aborder et voir quelles sont les solutions possibles. Alors, cette période de préparation au reclassement, elle est divisée en deux moments. Premier moment, c'est préparer la reconversion professionnelle dans la fonction publique de l'agent. Et deuxième moment, c'est qualifier. Donc, on a une première partie qui est une partie de construction du projet de reconversion professionnelle de l'agent, où l'agent est censé mûrir sa orientation professionnelle et bâtir en collaboration, conjointement avec l'employeur. Alors, le mot est important, il doit bâtir conjointement avec l'employeur son projet d'évolution professionnelle, projet qui sera formalisé dans un document qu'on appelle généralement convention, et document qui va mettre en avant les différentes étapes de la période de préparation au reclassement pour permettre à l'agent de se former et d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de ces nouvelles fonctions. Donc, on se prépare à exercer les nouvelles fonctions que l'agent souhaiterait exercer. Et on a un délai, on va voir, de 2 mois pour faire cette première partie. Alors, on peut anticiper encore les choses. C'est-à-dire que la période de préparation au reclassement, elle s'inscrit dans une clarification des possibilités pour un agent durant un congé maladie de continuer à garder un lien avec l'employeur et de pouvoir bénéficier de formation, de bilan de compétences ou de périodes de réadaptation professionnelle. Et du coup, on peut très bien utiliser d'abord une période de congé maladie pendant laquelle mon agent va commencer à réfléchir si d'aventure il a un risque, voire qu'il a un constat quasiment indubitable d'inaptitude. Il va pouvoir commencer à réfléchir via éventuellement des périodes d'immersion, via éventuellement, alors qu'il est en congé maladie, voire éventuellement des périodes de visite de service,
ou de journée avec des agents d'un établissement ou d'une autre collectivité pour renforcer son projet professionnel. Parce qu'il y a de fortes chances que l'agent ne connaisse pas les conditions d'exercice des fonctions de ses collègues ou d'autres fonctionnaires dans d'autres organisations. Et à ce moment-là, la PPR a déjà commencé? Pas nécessairement. D'accord. Je peux le faire avant la PPR, pour préparer la préparation de la PPR. Parce que plus le temps plus j'anticipe et plus je commence à réfléchir à mon avenir, à ma reconversion professionnelle, alors que je suis en congé maladie, plus j'aurai de temps pour me former pendant ma PPR. Et 2 mois, c'est franchement très court pour créer un projet professionnel. Qui plus est, il y a tout ce qu'on va appeler la période de deuil qu'il faut encaisser. Et 2 mois, c'est très court. Hein. Dire à quelqu'un, vous ne pourrez plus être aide-soignant, alors que je suis aide-soignant depuis 20 ans, il va falloir que vous réfléchissiez à une reconversion professionnelle. On peut légitimement estimer qu'on va mettre un peu de temps avant de se faire à l'idée. Et que si je peux commencer à réfléchir à l'idée avant de commencer ma première période de 2 mois de construction de mon projet, ça peut peut-être être quelque chose de pertinent, de manière à avoir le moins de temps possible dans la période de PPR pour construire son projet et avoir plus de temps de mise en œuvre de ce projet. Et ça passe par un suivi régulier de l'agent. Alors, parallèlement à toutes ces modifications, on a la modification du fonctionnement du conseil médical, avec une large liberté de l'employeur pour mettre en place des visites de suivi par des médecins agréés d'agents en congé maladie. Je parle de visites de suivi, Manon, et pas de visites de contrôle. D'accord. Ça me semble quand même beaucoup plus intéressant. Au lieu de se dire et demander à un médecin, est-ce que l'arrêt est justifié? Peut-être qu'on pourrait dire, est-ce que l'agent peut reprendre? Est-ce que l'agent peut reprendre? Et s'il ne peut pas, est-ce qu'il pourra reprendre? Et s'il ne pourra pas reprendre, qu'est-ce qu'on va devoir prévoir? Est-ce qu'il y a un risque d'inaptitude à ses fonctions d'aide-soignant, d'infirmier, d'OPQ, d'AEQ, d'adjoint administratif? Ces questions-là. Ou au contraire, est-ce qu'on attend un peu et que ça ira mieux? On est dans une phase d'accompagnement et pas, on n'est pas dans le curatif. Ouais. On est vraiment dans l'accompagnement. C'est garder un lien. Et ensuite, si j'ai un retour du médecin agréé qui me dit l'agent a un grand risque ou est inapte à exercer ses fonctions il est simple pour l'employeur d'écrire à l'agent en disant voilà, on a ça, si vous voulez, on peut commencer à réfléchir avec vous à comment on peut prévoir l'orientation professionnelle. Il y a la possibilité, alors que vous êtes en congé maladie, de pouvoir avoir différentes activités, hein, sous réserve, bien sûr, d'un certificat du médecin traitant. Hein, il n'y a rien de demandé de plus, hein, un simple avis médical du médecin traitant suffit, pour justement anticiper le retour de l'agent. Et si ça se fait dans le cadre d'un reclassement et d'une PPR, il va avoir plus de temps de mise en œuvre, d'acquisition de nouvelles compétences, qui est la deuxième partie de la PPR, qui a une durée de 10 mois minimum, et pendant lequel mon agent va se former, se qualifier, observer, être mis en situation, acquérir les compétences nouvelles, pour ensuite être détaché dans le nouveau corps ou cadre d'emploi, sachant qu'un agent formé qui a les compétences, il aura une acceptation par les autres interlocuteurs et éventuellement extérieurs plus facile qu'un agent qui n'a pas été formé et qui n'a pas les compétences. Et périodes pendant lesquelles on va suivre l'agent, l'évaluer, période pendant laquelle l'agent s'engage à avoir toutes les activités qui sont nécessaires à l'acquisition de ces nouvelles situations. Mais vous voyez, Maïan, qu'il y a quand même la notion de conjointement, c'est l'employeur et l'agent. L'employeur tout seul, il ne peut rien faire. L'agent tout seul, il peut un peu, mais ça reste que c'est ensemble qu'on va mener ce projet de réorientation professionnelle. Et ça, le fait que mon agent puisse suivre des activités durant un congé maladie, hein, et non pas un arrêt maladie. Un fonctionnaire n'a pas
d'arrêt maladie, il a des congés maladie, qui est une modalité de la position d'activité. Cette différence sémantique, elle a un impact juridique énorme. Ce n'est pas une période de suspension de contrat de travail. Du coup, dans le cadre de la réadaptation, dans le cadre d'acquisition de nouvelles compétences, dans le cadre d'un bilan de compétences, mon agent reste en maladie, mais il se forme. Donc, il n'est pas en congé de formation. Il reste en maladie, mais il se forme pendant ce congé maladie, et je trouve ça pertinent de le mettre en œuvre pour préparer la période de préparation au reclassement, pour construire son projet, qu'on va ensuite dérouler pendant cette période de préparation au reclassement. Et du coup, alors la PPR, c'est comme le reclassement, c'est une obligation de moyens. Alors, la PPR, ce n'est pas vraiment une obligation de moyens. Le reclassement effectif, c'est une obligation de moyens, il n'y a absolument pas de résultat. Mais donc le reclassement, c'est une obligation de moyens. La PPR, ça c'est autre chose, puisqu'elle a pour objet de préparer le reclassement. Par contre, on peut constater l'échec d'une PPR. On peut constater l'échec d'une PPR parce que, par exemple, l'agent n'a pas fait ce qu'il s'était engagé à faire dans la convention de mise en œuvre de la période de préparation au reclassement. D'accord. Et quelles sont les conditions pour en bénéficier de la PPR réellement? Alors, donc, on l'a vu, les conditions, c'est premièrement l'inaptitude aux emplois du grade. Donc là, un petit rappel sur la différence entre les deux. J'ai un agent qui est aide-soignant, qui est inapte à la manipulation de patients et de charges supérieures à 5 kg, et l'employeur constate l'aménagement impossible et un changement d'affectation impossible. Là, on est dans la condition de la PPR, après avis du conseil médical, mais que je peux commencer avant cet avis-là, on va le revoir. Par contre, si j'ai un infirmière qui est affecté en psy, que le médecin du travail me dit inapte au contact avec des patients psy, la solution, c'est un changement d'affectation. Donc, s'il n'est pas dans un établissement qui fait que du psy, on ne va pas parler de PPR, puisque mon agent n'est pas inapte aux emplois de son grade dans l'établissement. Mon agent est inapte à son poste parce qu'il est dans un service psy. Mais si je l'affecte ailleurs et qu'il n'est pas en contact avec les patients psy, il va pouvoir continuer à exercer ses fonctions. Donc, on retombe sur la question de l'aménagement et de la nouvelle affectation qu'il ne faut pas confondre avec l'inaptitude. Encore une fois, l'inaptitude, c'est quelque chose qui est très factuel et qui est lié à l'établissement. Donc, la première condition, c'est d'être inapte aux emplois du grade. Mais du coup, il y a quand même quelque chose qui m'intrigue. Donc, la PPR, c'est vraiment un dispositif qui est obligatoire. Enfin, l'employeur est dans l'obligation de la proposer ou est-ce qu'il a des… Alors, est-ce que la PPR est de droit? Si je le traduis oui. autrement, pour simplifier, la réponse, elle est oui. La PPR est de droit. C'est-à-dire que je ne peux pas refuser la PPR à partir du moment où l'agent la demande. Et d'ailleurs, plus que ça, on va y revenir, l'employeur est obligé de proposer une PPR à partir du moment où mon agent est inapte aux emplois de son grade, soit après l'avis du médecin agréé, soit après l'avis du conseil médical, on va y revenir. Et c'est très important parce que l'agent est privé d'une garantie si d'aventure je ne lui ai pas proposé de période de préparation au reclassement. Donc je ne peux pas le radier des cadres ou le mettre en dispo d'office pour raison de santé sans l'avoir au préalable invité à faire une demande de PPR, sauf bien entendu à ce qu'il soit inapte absolu définitive à toute fonction. Si mon agent est inapte absolu définitive à toute fonction, je n'ai pas besoin de tenter de le reclasser et donc de lui proposer une PPR. C'est un couple, PPR et reclassement, on ne peut pas les voir autrement que comme l'un lié à l'autre. Et d'ailleurs, même si le texte ne le dit pas clairement, j'invite les employeurs à inviter l'agent à faire une PPR et une demande de reclassement. Et une demande de reclassement pour bien mettre en avant que la PPR prépare au reclassement. Et si jamais l'agent refuse de faire la demande,
et refuse la proposition et ne souhaite pas non plus aller sur le reclassement. Qu'est-ce qui se passe? On va directement vers la radiation des cadres? Oui, D'accord. tout à fait. Un agent qui est inapte aux emplois de son grade dans l'établissement, je l'invite à faire une demande de PPR et de reclassement. Il refuse de faire une demande de PPR, il refuse de faire une demande de reclassement. Je peux, armé de ça, avec l'attestation impossible de reclassement, saisir l'AF3, l'AF4 dans le cadre d'un processus de mise à la retraite pour invalidité, sur demande soit d'office si mon agent a épuisé ses 1, 3 ou 5 ans de CLD, ou qu'il a, enfin 1 an de CMO, 3 ans de CLM, 5 ans de CLD, ou qu'il a eu au moins 1 an de CIT. D'accord. Et qui est-ce qui le demande, en fait, la PPR? C'est d'abord l'agent ou d'abord Alors, c'est l'employeur? l'agent. D'accord. C'est l'agent sur proposition de l'employeur. OK. Donc, l'employeur doit proposer, et d'ailleurs, l'absence de proposition de la période de préparation au reclassement prive l'agent d'une garantie. C'est-à-dire que ça visse l'ensemble des décisions, l'ensemble des processus décisionnels et donc des décisions que je prends à l'issue de, de ce processus D'accord. décisionnel. Donc, je suis obligé de proposer à l'agent et après, l'agent dit oui ou il dit non. Si l'agent refuse de faire une demande de reclassement, radiation des cadres pour invalidité. Et en fait, concrètement, à quel moment est-ce qu'on se pose la question de la mise en place de la PPR? Dans Alors, quel délai? c'est la condition, en théorie, c'est lorsque l'agent est reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions, mais, comme je le disais, on a la possibilité d'inviter l'agent à faire une PPR et de commencer la PPR avant d'avoir l'avis du conseil médical, lorsque j'ai une procédure qui tend à reconnaître l'inaptitude de l'agent à ses fonctions. C'est-à-dire que j'ai un agent qui est en congé maladie, je fais une visite de suivi par un médecin agréé, le médecin agréé me dit il est inapte aux emplois de son grade, je peux l'inviter à faire une demande de reclassement à partir du moment où, parallèlement, je saisis le conseil médical. L'idée, c'est de ne pas se ralentir du fait des délais des instances et d'aller vite. Et puis ensuite, donc, le conseil médical se prononce. Et s'il dit non, non, l'agent finalement il est apte et le médecin agréé s'est planté, on met fin à la PPR et l'agent reprend. Ou s'il me dit que l'agent est inapte à toute fonction sans possibilité de reclassement, on met fin à la PPR et on lance la retraite pour invalide. Donc on se pose la question à partir du moment où j'ai un médecin agréé qui m'a donné un avis d'inaptitude aux emplois de son grade, ou un conseil médical à l'épuisement des droits statutaires à congé maladie. Mais le mieux, c'est d'anticiper. Le mieux, c'est d'anticiper de manière à prévoir l'épuisement des droits et ne pas à mettre l'agent dans un trou statutaire qui est toujours assez compliqué. Et elle prend effet quand, en fait, la PPR? Lors de la demande ou il y a une étape intermédiaire? Alors, la PPR, elle débute donc soit à compter de la réception de l'avis du conseil médical, soit, du coup, c'est ce que j'évoquais, avant, après l'avis du médecin agréé, dans l'attente de l'avis du conseil médical. La PPR, ça va être une autre forme de la position d'activité. C'est-à-dire que la position d'activité du fonctionnaire dedans, on a les congés, mais on a une nouvelle forme qui est la PPR. Donc, du coup, si j'ai un agent qui est en cours de congé, qui n'a pas épuisé ses droits statutaires à congé, que je fais une visite de suivi par un médecin agréé, et que le médecin agréé me dit inapte, reclassement à prévoir, que j'invite l'agent à faire une demande de PPR, qui me dit oui, je vais faire commencer la PPR un peu quand je veux, à partir du moment où j'ai saisi le conseil médical, mais cette PPR mettra fin au congé de longue maladie de l'agent. Donc, on va arrêter les congés maladie et on va démarrer cette période de préparation au reclassement qui aura une durée maximum de 1 an, prolongeable 3 mois, avec une possibilité aussi de reporter le début de la PPR, si tout le monde est d'accord, dans la limite de 2 mois. Même si j'ai les avis qui vont bien, eh bien, on pourrait dire, bon, voilà, on va reporter, on va commencer la PPR dans 2 mois, et mon agent, pendant cette période, il est maintenu en congé. Donc ça marche
s'il a des congés statutaires encore. Hein. S'il a épuisé ses droits, on ne va pas pouvoir reporter cette période-là, puisqu'on sera dans un trou statutaire. D'accord. Et quand est-ce qu'elle prend fin, du coup? Alors, la PPR se termine au mieux au moment du reclassement de l'agent. Et au plus tard, après 1 an de PPR, 1 an prolongeable 3 mois. 3 mois, on va y revenir, c'est le temps qu'a l'employeur pour chercher un poste de reclassement et éventuellement constater le reclassement impossible. Donc c'est un nouveau délai introduit il y a quelques mois, qui est finalement assez court. Hein. C'est pour ça que l'anticipation, et d'ailleurs, on va le voir, dès que l'agent a fait sa PPR et qu'il commence sa PPR, qu'il a son projet, l'employeur ne doit pas attendre pour essayer de trouver un poste correspondant au projet de l'agent. D'accord. Et quelle est la position statutaire de l'agent pendant cette période? Qu'est-ce qu'il fait de ses journées? Alors, la position statutaire et l'agent, il est en activité dans son corps d'origine, donc il perçoit les rémunérations liées à son corps d'origine. Par contre, qu'est-ce qu'il fait? Ça va dépendre de ce qu'on est en train de négocier. La première partie, il va construire son projet, on va formaliser le projet. La deuxième partie, on va mettre en œuvre ce projet avec les différentes actions de formation ou d'immersion auxquelles l'agent s'est engagé. D'accord. Et au niveau de la rémunération, ça se passe comment? Qu'est-ce qu'on doit prendre en compte dans cette, comme élément de rémunération lors de cette PPR? Alors, comme élément de rémunération, ce qui a changé récemment, hein, c'est qu'on va retrouver le PIB, l'IR, le SFT, le complément de traitement indiciaire, s'il y en a un, et les primes non liées à l'exercice des fonctions. Donc, on va se retrouver quasiment avec une rémunération à 100%. D'accord. Et l'agent peut avoir des congés pendant cette durée? Il y a un impact particulier sur la PPR? Alors, là aussi, ça a changé. Avant, seul le congé maternité prolongeait la PPR, et maintenant, tous les congés pour raison de santé viennent prolonger la PPR. Alors attention, là-dessus, il faut prendre un peu de recul parce que on est quand même un agent qui est inapte aux emplois de son grade. Oui. Donc, ça voudrait dire qu'il est une autre pathologie qui vient en plus aggraver d'autres parties de l'inaptitude. Parce que sinon, quelque part, il est toujours en congé pour raison de santé, puisqu'il est inapte aux emplois de son grade. Donc, on va parler d'autres pathologies. Alors, je ne parle pas de la maternité ou de l'accueil de l'enfant, bien sûr, mais si j'ai un agent qui a une angine pendant sa PPR, ça va venir, il aura un congé maladie et ça va venir prolonger la PPR. Mais c'est partie des questions techniques un peu complexes de l'articulation entre ces différentes situations. D'accord. Donc, durant la PPR, s'il fournit des arrêts de travail nouveaux, il sera mis en congé congé maladie. D'accord. Et je me demandais, la demande de PPR, elle est conditionnée par une demande de reclassement également, ou elle peut être faite de manière déconnectée? Alors, c'est une vraie question. Le texte n'est pas clair là-dessus. Simplement, il nous dit que l'agent fait une demande de PPR, et s'il ne fait pas une demande de PPR, il fait une demande de reclassement. Maintenant, on nous dit quand même que l'autorité établit conjointement avec l'agent un projet qui définit le contenu de la PPR et le terme et la durée au terme de laquelle l'intéressé présente sa demande de reclassement ou présente l'indicatif. Donc, ce qu'on peut en tirer comme conclusion, c'est que on pourrait difficilement ne pas conditionner la PPR à une demande de reclassement. Mais du coup, concrètement, ça se passe comment alors? Forcément, il faut qu'il y ait cette demande-là et ensuite on déroule la PPR. Oui. Donc, j'ai un agent, voilà. Procédure tendant à reconnaître l'inaptitude. Avis du médecin agréé, saisine du conseil médical. L'employeur propose à l'agent la période de préparation au reclassement. Et ce qui peut être bien, c'est de dire, voilà, période de préparation au reclassement, l'objectif étant de construire un projet qui mène à un reclassement. Donc,
ça peut être bien de proposer à l'agent les deux, en lui expliquant bien quel est l'impact du reclassement de l'agent. L'agent fait sa demande de PPR. L'agent fait sa demande de PPR. Première étape, l'employeur, conjointement avec l'agent, vont construire donc un projet de reconversion professionnelle qui va définir le contenu de la PPR. Et il a 2 mois pour faire ça. C'est ce que j'ai évoqué. Ensuite, ce projet est communiqué à l'agent. Et l'agent, il a 15 jours pour se prononcer. Si jamais il accepte le projet, c'est là qu'on va mettre en œuvre le reste de la PPR, qui en tout va durer maximum 1 an. Donc, ça va durer 1 an moins le nombre de mois ou de jours qu'on a mis pour faire ce projet, et qui pourra être prolongé 3 mois, le temps de trouver un poste de reclassement avec une possibilité de modifier le contenu en fonction de l'évolution. D'accord. Si c'est une durée maximum, si mon agent, à l'issue de sa PPR ou en cours de PPR, on trouve une solution de reclassement, et ben on va pouvoir le détacher dans le cadre du reclassement. Et à l'issue de la PPR, c'est ce que j'évoquais, l'agent fait une demande de reclassement. Parce que le reclassement est subordonné à une demande de l'agent. Alors certes, on va y revenir, j'ai le reclassement d'office, mais qui est très très limité. Mais il faut que l'agent fasse une demande. Et pour éviter qu'à la fin, mon agent me dise bah, écoutez, non, moi, le reclassement, ça ne m'intéresse pas. Comme je dis, ça peut être bien, c'est de le mettre dès le départ, parce que les deux sont liés. D'accord. Alors, ça peut être bien, d'autant que pendant cette période-là, il y a l'employeur qui doit commencer à chercher avec l'agent un reclassement. Donc, dès le début de la PPR, on essaie de retrouver un point de chute permettant à l'agent d'être détaché dans son nouveau corps ou cadre d'emploi. Par contre, si l'agent refuse de faire une demande de PPR et refuse de faire une demande de reclassement, eh bien, dans ce cas-là, on va pouvoir mettre en place la procédure éventuellement de retraite pour invalidité, s'il refuse à la fois la PPR et le reclassement. Alors après, il peut dire je refuse la PPR et je veux un reclassement. Hein, c'est tout à fait possible. Alors, un petit exemple pour parler de tout ça. Imaginons au hasard une aide-soignante, public rarissime en matière d'inaptitude, n'est-ce pas, qui s'est vu reconnaître l'imputabilité au service de plusieurs de ces pathologies relevant de troubles musculo-squelettiques. Cette aide-soignante, eh bien, lors d'une visite de suivi, donc elle est en CITIS, lors d'une visite de suivi par le médecin agréé, organisé par l'employeur, après 1 an et demi de CITIS, le médecin agréé conclut à l'inaptitude de l'agent aux emplois relevant du corps des aides-soignants et propose un reclassement. Mon agent est en CITIS, hein. On est d'accord, toujours en CITIS. Donc, si je fais un petit schéma, mon agent est en CITIS, visite par un médecin agréé constate une inaptitude, l'employeur propose une PPR et parallèlement, il saisit le conseil médical. L'agent accepte la PPR et donc, on s'entend sur un moment de début de PPR. On s'entend sur un moment de début de PPR et à la date du début de la PPR, le CITIS s'arrête et je vais avoir une première période qui est une période de définition du projet professionnel, maximum de 2 mois. Et un projet qui est construit conjointement entre l'employeur et l'agent. À l'issue de cette période maximum, je propose une convention. Donc, vous voyez que l'avis du comité médical, du conseil médical, arrive plus tard, hein, mais on propose à l'agent la convention, et là, l'agent a 15 jours pour signer la convention. Et si l'agent signe la convention, eh bien, on mettra en œuvre les différents éléments de la période de préparation au reclassement. Donc, du coup, si je comprends bien, en fait, la PPR, c'est
comment dire, la manière de mettre en œuvre, enfin de préparer au projet professionnel. Donc, ça peut inclure la formation. Et la formation, elle est à l'initiative, enfin la demande de formation, elle va être à l'initiative de qui? De l'agent, de l'employeur, des deux? Est-ce que l'agent peut imposer la formation, pardon, l'employeur peut imposer la formation à l'agent en fonction du projet professionnel qui aura été défini? Comment ça se passe? Alors, le projet est construit conjointement entre l'agent et l'employeur. Il faut Mhm, s'entendre sur les différents outils qu'on va mettre en place. mhm. Par contre, l'agent s'oblige à suivre les formations. D'accord. Et le fait de ne pas aller, de ne pas respecter la convention de PPR peut permettre de mettre fin à la Mhm. période de préparation au reclassement et après, derrière, en tirer les conséquences en matière de reclassement, d'inaptitude physique, de radiation des cadres pour invalidité ou autre. Donc, est-ce que l'employeur peut imposer une formation à l'agent? Pas vraiment, mais il faut quand même que l'agent soit co-constructeur de son projet. Mhm. Et surtout, est-ce que l'employeur doit contrôler le fait que l'agent respecte les éléments de la convention? Oui, il doit le faire et l'agent doit respecter les éléments de la convention, de la décision de la convention de maintien dans l'emploi, notamment les éléments de formation. Et si pendant une formation, l'agent a un accident de trajet, par exemple, comment ça se passe? Ben, c'est lié au service, hein, donc ça sera imputable au service. Hein. Que ce soit un accident de trajet ou un accident en cours de formation, eh bien, ça sera reconnu imputable au service. Mhm. Euh, et mon agent bénéficiera, le cas échéant, d'un CITIS dans les mêmes conditions hein, que l'imputabilité traditionnelle. D'accord. Donc, la durée de la PPR, hein, là-dessus, c'est donc, je le disais, 1 an maximum, qui inclut la période de 2 mois de préparation. Donc, si j'ai anticipé le truc et qu'avant même de proposer la PPR, à l'issue de l'avis du médecin agréé, je dis à l'agent, voilà, est-ce que tu veux faire un bilan de compétences? Alors, tout en restant en CITIS, de manière à identifier tes compétences cachées, le cas échéant, eh bien, c'est tout à fait possible. Et du coup, la période de définition du projet, ici, sera peut-être moins longue et j'aurai plus de temps pour le reste. Sachant que c'est 1 an max, hein. C'est pas forcément 1 an obligatoire. L'objectif étant d'être prêt à l'issue de la PPR pour exercer les nouvelles missions. Alors, si je vais un peu plus dans le concret, mon agent, pendant sa période de 2 mois, il définit son projet professionnel. Comme je le dis, il faut qu'il soit impliqué. On est dans une construction conjointe du projet entre l'agent et l'employeur. L'employeur accompagne, mais c'est certainement pas lui qui va définir le projet à la place de l'agent. L'agent doit être auteur de son parcours professionnel et on doit tenir compte de ses aspirations, de ses aptitudes, mais aussi d'éventuellement ses acquis pour définir ce projet professionnel et encourager l'agent à structurer son projet. Et c'est là que on peut, alors soit avant, soit pendant cette définition de projet, eh bien, inviter l'agent à faire aller voir ce qui se passe. Comment ça se passe pour cet autre métier? Qu'est-ce que c'est que la journée d'un secrétaire de mairie? Qu'est-ce que c'est que la journée d'un adjoint administratif à l'accueil de l'établissement? Qu'est-ce que c'est que la journée de quelqu'un au standard? Alors, restons sur cet exemple. Cet aide-soignant est inapte, elle souhaite être AMA, assistant médico-administratif. Ce qui n'est pas incongru, hein, parce que ça peut être lié au. Il y a quand même un petit lien avec l'activité soignant. Donc, on peut dire pendant la première période, une période d'immersion pour confirmer le projet professionnel, donc voir un petit peu comment ça se passe. Et puis derrière, rédiger la convention de PPR, l'agent est motivé. On dit voilà, on va partir sur 6 mois, ou 8 ou 10, hein, mais pas forcément 12 mois, parce que en plus j'ai trouvé une formation de 112 heures qui se fait sur
quelques mois en plus, je vais articuler ces périodes de formation à des périodes de mise en situation pratique en tant qu'AMA auprès de collègues. Et je reste dans mon UF d'origine, je reste rémunéré sur mon corps d'origine dans les conditions qu'on a évoquées. Et ensuite, derrière, parallèlement, l'employeur cherche un poste d'AMA vacant. Et s'il en trouve un, eh bien, il va proposer à l'agent un détachement dans le nouveau corps d'AMA avec un classement sur une reprise d'ancienneté. On va reconstituer la carrière, mais avec une garantie indiciaire pour l'agent de garder son indice d'origine. Alors, j'ai 2 questions, Florent, concernant les formations. Déjà, si la formation est plus longue que la période de préparation au reclassement, et ensuite sur le financement de la formation, l'employeur, du coup, a l'obligation de financement. Alors, sur la durée, c'est là où on voit, et vous m'enlevez les mots de la bouche, c'est là où on voit quand même une limite à la PPR, c'est qu'on ne peut imaginer un projet de PPR que pour un dispositif qui nécessite une formation qui ne dépasse pas un an. Ce n'est pas fait pour. C'est-à-dire que si d'emblée l'agent il veut un projet qui demande une formation de 3 ans, la PPR n'est pas adaptée. On pourrait tout à fait dire, bah non, ton projet n'est pas viable puisque la formation est supérieure à 1 an. On est limité à 1 an et on ne peut pas l'articuler comme peut l'être le congé de transition professionnelle avec le CFP parce que le CFP, il y a de l'aptitude derrière. Donc, ça limite quand même grandement les choses. Il y a une double limite que vous pouvez constater. 1, c'est un maintien dans l'emploi dans la fonction publique. 2, c'est pour des formations qui ne dépassent pas 1 an. Donc, quand même, ça fait une double limite. Et l'autre question, c'était… Du coup, parce que si on ne peut pas financer via le CFP, comment ça se passe? En fait, forcément, ça va imputer le plan de formation de l'établissement. On a une obligation de payer sur les fonds de la formation. Alors, là-dessus, la réglementation n'est pas claire. Elle ne dit pas comment je finance cette formation. Donc, mon agent fait son projet, lance ce projet, fait ses différentes formations et ensuite pourra être, s'il y a des postes, reclassés via un détachement dans un autre corps ou cadre. Alors, autre corps ou cadre d'emploi, donc comment ça se passe? J'ai cette première partie, donc de PPR, mon agent a ses compétences, j'ai cherché un poste, et donc l'employeur continue à chercher ce poste, 3 possibilités, soit je trouve un poste et je propose à l'agent accepte et donc du coup je le détache avec une garantie indiciaire, et cette recherche d'emploi, comme je le disais, elle doit se faire dans le cadre de tous les employeurs publics. Et quel que soit le versant. Et on ne me dit même pas des employeurs publics du département, de la région. On me parle des employeurs publics. Alors, ça peut être bien d'anticiper avec l'agent et de lui dire, bon, voilà, je vais chercher un reclassement. Est-ce que tu es mobile? Quelles sont les possibilités de mobilité que tu as? Où est-ce que tu aimerais, entre guillemets, aller dans le cadre de ce reclassement, de manière à rechercher un petit peu les lieux géographiques. Et du coup, il n'y a pas de formalisme particulier, mais l'employeur doit apporter la preuve qu'il a recherché chez les différents employeurs de la fonction publique les possibilités de reclassement de l'agent. Et il se passe quoi à l'issue de la PPR si on n'a pas de poste qui correspond au projet professionnel de l'agent, en fait? Alors, si mon agent est inapte définitivement et qu'il a épuisé ses droits statutaires à congé avant la PPR, eh bien, on va prendre une décision motivée constatant le reclassement impossible. Et du coup, lancer la procédure de radiation des cadres pour invalidité. Si mon agent n'a pas épuisé ses droits statutaires à congé maladie avant le début de la PPR, ben, je vais d'abord le remettre en congé maladie, épuiser ses droits et ensuite le radier des cadres pour invalide.
D'accord. Et le reclassement d'office, c'est quoi? C'est Alors, le reclassement, juste pour finir, doit se faire pendant une période de 3 mois. C'est ce que j'évoquais, hein. d'accord, Et l'employeur a la possibilité donc de mettre en place un reclassement d'office. d'accord, Alors, le reclassement d'office, qu'est-ce que c'est? C'est pas un reclassement d'office, déjà. d'accord. Hein, c'est simplement, donc la loi, hein, nous dit que l'employeur peut lancer une procédure de reclassement d'office, mais la réglementation réglementaire, enfin le décret est venu complètement tempérer cet élément en indiquant que c'est pas tellement que l'employeur va pouvoir imposer un reclassement, mais c'est que lorsque l'agent est inapte définitivement et n'est pas en congé, l'employeur a la possibilité, même si l'agent n'a pas fait de demande de reclassement, de proposer à l'agent des postes. C'est pas tellement, il va pas obliger, il va pas faire un détachement d'office. Il va faire de manière unilatérale des propositions de poste, mais il ne pourra pas imposer un détachement, sachant que les propositions de poste pourraient être contestées par l'agent devant la CAP. CAP qui, soit dit en passant, maintenant est compétente avant une radiation des cadres pour invalidité. Et Ça, Allez, c'est une nouveauté. d'accord. Et quelle forme prend le reclassement du coup? Et le reclassement prend la forme d'un détachement. Donc, D'accord. bon, il y a des possibilités d'avoir accès au concours interne. Bon, il y a la possibilité de l'intégration que j'évoquais, mais la plupart du temps, ça prend la forme d'un détachement. Donc, l'agent sort de son corps pour entrer dans un autre corps ou cadre d'emploi, avec, pour le classement, une reconstitution de carrière et une garantie indiciaire. Ça veut dire que mon agent garde à minimum son indice. Par contre, ces primes seront celles liées à ces nouvelles fonctions, et donc il peut avoir une perte de rémunération liée aux primes. Ensuite, derrière, continuer à avoir sa vie professionnelle et continuer à avancer dans son nouveau corps et avoir sa vie professionnelle. Et dans le cadre où je n'y arrive pas, eh bien donc c'est le remplacement impossible et une éventuelle radiation des cadres. Donc vraiment, on a 3 étapes potentielles, hein, sachant que donc, la PPR s'inscrit dans l'étape 3 sur la tentative de reclassement, la PPR étant là pour préparer le reclassement de l'agent. Et donc, si mon agent est inapte aux emplois de son grade sans possibilité ou volonté de reclassement, eh bien, je vais pouvoir le radier des cadres pour D'accord. Je vous remercie. Je vais mettre fin